On va démarrer l'émission avec cette phrase, celle du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Il dit ceci, je cite: « Aujourd'hui, j'ai ordonné l'ouverture des frontières terrestres et aériennes du Nigeria avec le Niger et la levée d'autres sanctions contre le Niger avec effet immédiat. » Fin de citation. C'est donc exprimé le président que vous apercevez d'ailleurs en image, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. C'était sur son compte X, ancien Twitter. Omar Amadou Issoufou, les sanctions dont nous parlons, on parle bien sûr de la fermeture des frontières qui étaient jusqu'ici effectives. Cette fois, les frontières aériennes et terrestres sont clairement réouverte. La zone d'exclusion aérienne et également la suspension des transactions commerciales et financières entre le Nigeria et le Niger, le gel des avoirs du Niger, des entreprises publiques et parapubliques, des banques commerciales, la suspension du Niger de toute aide financière et l'interdiction de voyager pour les fonctionnaires du gouvernement. Voilà donc les champs d'application de ces sanctions qui ont clairement été levées il y a quelques heures seulement par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Tout d'abord, votre ressenti en tant que Nigérien. Comment vous accueillez cette main tendue, voire l'acte que vient de poser Bola Ahmed Tinubu? Oui, la question est à moi? Oui, Omar, c'est à vous la question d'entrée. Ça grésille, j'ai du mal à vous recevoir là. Alors, Omar, je parlais de cette levée des sanctions. L'annonce a été faite il y a quelques heures seulement par voie de communiqué de presse, signé bien sûr par le porte-parole du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Les champs d'application de ces sanctions sont clairement déjà connus, mais surtout ce qu'on retient, c'est que désormais les frontières aériennes et terrestres sont réouvertes, celles qui étaient jusqu'ici fermées au lendemain du coup de révolution du 26 juillet 2023. La question était celle de savoir quel est votre ressenti en tant que Nigérien au lendemain de cette main tendue du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Merci d'abord de m'avoir donné la parole. Et sur cette question de lever des sanctions, bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'est secret pour personne. Et ces sanctions sont illégales, ces sanctions sont inhumaines. Et ce n'est pas au président nigérien de dire qu'il a levé les sanctions contre le Niger aujourd'hui, parce que le combat que le Niger mène, c'est le combat que toute l'Afrique et d'ailleurs tous les pays membres de la CEDEAO, leur peuple, mènent pour non seulement une politique africaine saine et pure, et pour aussi une unité africaine, parce que nous avons subi, nous avons vécu depuis fort longtemps des agressions de l'Occident. Il nous impose, il nous traite comme des moins que rien, ils ne nous valorisent pas, ils pétissent nos valeurs, et ils font en sorte que nous restons toujours dans l'ignorance, dans les besoins pour qu'ils puissent nous contrôler et nous manipuler. Donc si aujourd'hui Bola Ahmed Tinubu se lève un beau matin avec ses collègues, ses camarades, dire qu'ils ont sanctionné le Niger tout simplement parce que le peuple demande justice et liberté, et je pense que aujourd'hui ils sont tombés plus bas parce que moi je les accuse. J'accuse ces personnes qui se disent des responsables de la CEDEAO. Ils ont pris cette institution qui est une institution non seulement sous-régionale, mais aussi une institution de toute l'Afrique parce qu'elle veille pour la libre circulation des personnes et des biens. Et c'est une communauté économique aussi de nos États. C'est un moteur qui est là, qui devait faire tourner l'économie de l'Afrique et lutter contre la corruption, lutter contre la délinquance, lutter contre aujourd'hui l'immigration que les gens... comme on appelle, trafic, voyage vers l'Europe. Cette institution a été prise en otage par quelques individus. Donc, si le monsieur est capable de venir s'asseoir, dire qu'il a levé les sanctions sur le Niger, donc ce n'est pas la CEDEAO qui a sanctionné le Niger, il faut que cela soit clair. C'est un individu qui a décidé de prendre une responsabilité unilatérale en faisant plaire et faire, comment on appelle, exécuter les ordres de son chef, qui est l'Occident, bien sûr, qui est la France. Donc, le Nigeria a perdu des milliards à travers cette sanction illégale contre le peuple du Niger. Le Nigeria a perdu une valeur économique que personne ne peut aujourd'hui donner le chiffre exact. La population nigériane souffre
2 fois plus que la population du Niger. Donc, s'ils veulent aujourd'hui lever les sanctions, ils doivent d'abord se justifier, ils doivent être aujourd'hui traduits, moi je l'ai dit, devant une justice. Vraiment, s'il y a une justice en Afrique, ces personnes, ou une justice dans ce monde, ces personnes doivent être traduites devant des juridictions compétentes africaines pour qu'ils répondent de leurs actes. Parce que nous avons pris une décision pour se libérer d'un crime, d'un système organisé contre le peuple, et eux, ils saisissent notre institution sous-régionale qui est là pour, en tout cas, aider les gens et les jeunes à avoir du travail, à être réinsérés dans la société. Et si nous avons aujourd'hui perdu cette institution à travers des décisions farfelues de quelques individus, je pense que ces personnes doivent être traduites devant une juridiction compétente en Afrique. Donc la levée des sanctions ou dire il a ouvert les frontières, pour moi, ce n'est que comment on appelle, du poudre à l'œil, parce que ce n'est même plus important, ce n'est pas quelque chose de considérable aux yeux du peuple du Niger. Nous ne l'écoutons même pas. Si on veut ouvrir les frontières, on doit revenir à la raison, on doit venir aujourd'hui s'asseoir tous et comprendre qu'ils ont fait du tort, non seulement au peuple du Niger, mais aussi au peuple d'Afrique, parce que leur peuple même souffre. Et par la suite, voir comment peut-on aujourd'hui ouvrir ces frontières. Il faut d'abord que les Occidentaux qui sont au Nigeria et au Bénin libèrent d'abord nos territoires, parce que le Nigeria et le Bénin aussi, c'est nos territoires en tant qu'Africains. Ces Occidentaux doivent libérer là-bas. On ne peut pas accepter d'ouvrir nos espaces aériens et terrestres pour que la France et les États-Unis puissent organiser encore des terroristes et des bandits et nous attaquer. On ne peut pas accepter. Il a ouvert officiellement par sa bouche, mais nous allons continuer toujours à être vraiment fermes sur cette décision pour travailler avec le Nigeria, le Bénin, où l'Occident, il faut d'abord qu'il y ait des accords purement africains, des décisions des peuples et non des décisions des politiques ou des défenseurs des intérêts égoïstes et personnels. Voilà ce que j'ai à dire pour un début. Merci. Vous comprenez bien, Omar Amadou Issoufou, il s'agit clairement d'un non-événement pour vous qui êtes nigérien. C'est un non-événement, exactement. C'est un non-événement. Pour moi, quand même, c'est un non-événement. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes aussi, c'est un non-événement. Voilà, merci à vous Omar Amadou pour ce premier jet. André Christel Fanga, vous avez suivi Omar Amadou Issoufou, il est nigérien, il donne son ressenti sur cette mesure forte prise quand même par le président nigérian qui n'avait pas hésité à prendre ces mesures au lendemain des événements du 26 juillet dernier. Pour Omar Amadou Issoufou, avant éventuellement de saisir cette main tendue du président nigérian qui intervient dans la foulée de celle de la CEDEAO il y a quelques jours seulement à l'occasion de ce sommet extraordinaire, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Allez, tenter de comprendre pourquoi a-t-il cédé à toutes ces injonctions qui l'ont notamment poussé à prendre des mesures aussi drastiques comme celle, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, l'exclusion bien sûr de certaines, la zone d'exclusion aérienne, entre autres la suspension des transactions commerciales et financières entre le Nigeria et le Niger, le gel des avoirs du Niger, des entreprises publiques et parapubliques, des banques commerciales, la suspension du Niger de toute aide financière, l'interdiction de voyager pour les fonctionnaires du gouvernement nigérian, du côté notamment du Nigeria. À côté de cela, il y avait eu cette mesure qui avait quand même choqué, la coupure de l'électricité au peuple nigérien, André Christel Fanga. Alors, M. Nguene, il faut comprendre que, vous voyez, quand des gens sont inhumains, ils ne peuvent que prendre ce genre de décision. Parce qu'on est en face là d'une institution et des dirigeants inhumains. Il faut le dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, et c'est le doyen parfait donc, qui parlait tout à l'heure de l'amour du prochain. Simplement pour l'amour du prochain, on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là, même s'il y a des problèmes politiques. On ne pouvait pas arriver à ce niveau de cruauté, n'est-ce pas, face à un peuple déjà meurtri par la pauvreté, déjà meurtri par des situations difficiles, déjà meurtri par la malgouvernance du système Bazoum, Issoufou et j'en passe. Déjà meurtri par une exploitation abusive, corrosive, abrasive
de la France au travers de sa société Orano, ancien Areva. Donc on ne peut pas arriver, et plus grave, d'ailleurs c'est l'ancien ambassadeur français qui était devenu clandestin au Niger, Monsieur Ité, qui avait dit qu'il ne faut plus que les Nigériens boivent de l'eau produite par... ils ont une société... Il disait que c'est la France qui donne de l'eau potable aux Nigériens. Vous imaginez une aberration pareille. Vous imaginez le niveau de cruauté de ces gens. Vous dire juste aux Nigériens de ne même plus boire de l'eau tirée de leur sol. Parce que ce que Viol a fait, n'est-ce pas, c'est juste traiter et distribuer. Mais c'est creusé dans le sol nigérien. Mais on vous dit qu'ils ne doivent plus boire parce que c'est la France qui produit cette eau-là. Donc, vous comprenez qu'il y avait un système inhumain qui était mis en place justement pour piller le Niger. Aujourd'hui, il décide de lever ces sanctions. Ces sanctions inhumaines, injustifiées. Le président Bola Ahmed Tinubu, on fait quoi si nous sommes des autorités nigériennes? On dit, ben voilà, on saisit clairement cette main tendue ou alors on reste ferme sur nos positions. Ces positions affichées depuis le 26 juillet 2023. André Kistel Fanga. Vous êtes très intelligent. Vous avez mis un sujet... Abuja capitule. Vous savez ce que veut dire la capitulation? Ça veut dire que il était en bataille, il était en guerre, et finalement, il a déposé les armes que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, quand vous avez un gouvernement d'incompétents, M. Bola Tinubu est incompétent dans tous les sens. Parce que quelqu'un, vous voyez le timing entre les événements du 26, n'est-ce pas? Les sanctions de la CEDEAO, parce que Bola Tinubu est président en exercice de la CEDEAO. Le timing, n'est-ce pas, des sanctions et l'organisation des réunions, n'est-ce pas, pour justement attaquer le Niger militairement. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Que en fait, c'est comme si on poussait. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que Bola Tinubu venait d'être élu président du Nigeria. Donc, il n'avait même pas encore tous les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de la géopolitique et de la politique de la CEDEAO. Donc, il tombe dans une affaire où il y avait un manipulateur en chef de cette CEDEAO, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, qui l'amène à prendre ces décisions-là sous le commandement, n'est-ce pas, du vrai président de la CEDEAO. Vous connaissez le vrai président de la CEDEAO. Mais comment aurait-il pu se démarquer de la position de la CEDEAO, puisque lui-même, vous l'avez relevé, avait clairement pris la tête de cette institution? Parce que là, nous parlons des sanctions prises par le Nigeria qui se démarquent de celles qui ont été prises par la CEDEAO. C'est pour ça que mais dans le timing, on a l'impression qu'il y a tout de moins un lien qu'on devrait clairement établir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas arriver dans une situation où vous ne maîtrisez pas les enjeux que ce soit les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, tous les enjeux. D'ailleurs, Bola Tinubu, c'est un homme d'affaires. Ce qui est sûr, il fait des affaires avec le Niger. Donc, entre les deux pays, il doit connaître quelque chose en matière d'affaires. Et nous savons tous que le Niger et le Nigeria sont deux pays voisins, deux peuples frères, n'est-ce pas, qui se partagent presque tout. Jusqu'à l'électricité, où le Nigeria a demandé qu'on coupe l'électricité au Niger. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui pouvait arriver et dire non, j'observe, avant de prendre des sanctions personnelles entre le Nigeria et le Niger. Il pouvait observer d'abord, même si la CEDEAO avait déjà pris des sanctions, lui, il pouvait d'abord observer en tant que pays, n'est-ce pas? Mais il s'est laissé emballer par cette euphorie, n'est-ce pas? Avec cette injonction venant de Paris pour dire que non, il faut absolument tout faire pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve ridicule. C'est le ridicule du Nigeria actuellement, parce que capituler face à un pays qui... Vous avez vu, le Niger a fait tremble par rapport à cela. Ils sont restés stoïques, ils sont restés zen. Malgré toutes les sanctions, malgré tout ce qui... Le Niger est resté zen en disant on a des objectifs à atteindre et nous allons atteindre ces objectifs-là. C'est pour ça que il n'y a que la lutte qui libère. Et ceux qui sont engagés dans cette lutte doivent savoir dormir des jours affamés.
faire des sacrifices. Et il faut aussi que ceux qui sont dans cette lutte de libération du continent doivent savoir qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent pour éveiller les consciences, pour donner la vérité, n'est-ce pas? Il y a des médias qui accompagnent, il y a des gens qui sont là pour dire tous les jours, regardez telle situation, regardez telle situation, et voici comment on peut marcher, et voilà comment on peut arriver à certains résultats. Nous l'avons dit ici, Bola Tinubu est incompétent, il ne maîtrise rien. Ce n'est que normal qu'il se retrouve aujourd'hui dans ce genre de posture aussi ridicule d'un grand pays comme le Nigeria, où il capitule devant le Niger en disant « Ok, on lève les sanctions parce que la CEDEAO a déjà levé les sanctions. » En fait, c'est une façon de courtiser le Niger, parce qu'ils ont compris que un peuple déterminé, vous ne pouvez pas l'arrêter. Voilà. Merci à vous, monsieur, pour ce premier jet. Patient parfait d'homme. Est-ce que c'est un scénario auquel il fallait nécessairement s'y attendre quand on regarde toutes ces sanctions qui ont été prises par le Nigeria? Un constat est clair sur le terrain. Nous avons à plusieurs reprises eu des Nigérians dans le cadre de ces émissions organisées quotidiennement sur les antennes For You Media Africa. Ces sanctions imposées aussi bien par la CEDEAO que par le Nigeria n'ont jamais eu, mais alors jamais eu d'effet escompté. Est-ce qu'il fallait forcément s'attendre à ce qu'elles finissent par être levées par le président Bola Ahmed Tinubu? Deuxième volet de ma question, clairement aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige finalement vers un dégel des relations de coopération? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces sanctions ont crispé encore un peu plus les relations de coopération entre Niamey et Abuja. Mais est-ce que cette main tendue peut être considérée comme une véritable avancée dans ce processus de dégel aujourd'hui des relations de coopération entre Niamey et Abuja? Écoutez, je commencerai par la deuxième question en disant que c'est mon souhait. C'est votre souhait qu'on cesse de se regarder en chien de faïence aujourd'hui? Qu'il y ait un dégel des relations entre Niamey et Abuja. Des décisions malencontreuses, autant pour moi, de la CEDEAO qui était, je suis d'accord avec Japenda, qui était injuste, illégale, illégitime, contre-productive, et puis à la limite assassine contre le peuple du Niger, n'ont pas produit les fruits escomptés parce qu'en face, il y avait un peuple déterminé à se battre pour sa liberté, pour sa souveraineté. C'est une très bonne chose. Et cela a produit un effet. Ça n'a pas laissé le camp qui a appliqué ces sanctions indifférent. L'effet, c'était de dire, attention, nous sommes face à un os. Et comme nous sommes face à un os, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas continuer à persister dans l'erreur. Parce qu'en persistant dans l'erreur, évidemment, nous allons continuer à muscler davantage, n'est-ce pas, les difficultés inhérentes à ces sanctions boomerang qui risquent d'impacter violemment, pas seulement les peuples nigériens. Moi, je ne dirais pas que les peuples nigériens n'ont pas souffert de ces sanctions. Ils ont souffert, comme le Cubain souffre des sanctions américaines, comme les Zimbabwe souffrent des sanctions occidentales. Mais ils ont décidé que, malgré tout ça, ils vont continuer la marche en avant. Je rappelle très rapidement que le Zimbabwe, cette année, pour la première fois, a pu atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors que quand la décision du président Mugabe à l'époque, n'est-ce pas, de faire la réforme agraire s'était produit et que on avait vissé, n'est-ce pas, les robinets financiers sur le plan international. Vous avez vu comment le Zimbabwe a souffert, tellement souffert qu'on était au bord d'une crise, d'un chaos généralisé avec une monnaie qu'on ne parvenait plus à maîtriser, une inflation galopante. Mais là maintenant, il y a une remontée, n'est-ce pas, de l'économie zimbabwéenne au point où aujourd'hui ils ont pu atteindre cette autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'il n'y a que dans la lutte, dans la persistance, dans le combat, dans la détermination, qu'on finit par engranger des résultats positifs. Mais clair encore, tout à l'heure, Fanga le disait, si Tinubu était un homme d'affaires, si l'élite politique de la CEDEAO et surtout du Nigeria font des affaires de gauche à droite, ceux qui souffrent beaucoup plus de leurs décisions idiotes, c'est le peuple.
c'est le petit peuple qui fait souvent le commerce transfrontalier, qui ont des économies imbriquées, qui ont des relations à la fois sociales et culturelles, n'est-ce pas, de deux côtés des frontières. Par exemple, de part de les groupes ethniques, les Aoussa sont de côté du Nigeria comme de côté du Niger. Donc pour eux, souvent, ces décisions qui leur tombent sur la tête sont complètement de l'ordre d'un débat sur le cesse des anges. Malheureusement, ça impacte violemment leur vie, et c'est pour cela qu'il faut vraiment, il fallait mettre fin à cela. Ouais. Moi, je crois que c'est une très très bonne chose qu'enfin Tinubu, et d'abord la CEDEAO avant et puis Tinubu après, ait compris qu'il n'y avait pas du tout intérêt à persister dans l'erreur. Vous savez, la France a envoyé son ministre des Affaires étrangères voir le président Tinubu avec une proposition très alléchante. Vous parlez du nouveau ministre des Affaires étrangères, oui, séjourné. Oui. Non, pas séjourné, il y avait, je crois... L'ancienne. C'est le Cornu, je ne sais pas, bien la défense, bien. Je n'ai pas retenu... Ministre de la Défense ou alors des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Je n'ai pas beaucoup retenu, non, ces gens-là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bon, c'était une dame, je crois, qui allait voir Tinubu en lui disant, écoutez, on ne comprend pas pourquoi il y a des hésitations au niveau de la CEDEAO. Nous espérons vraiment que vous allez enfin prendre vos décisions et attaquer le Niger. Et pour cela, nous faisons un gâteau. Nous offrons un gâteau. Et le gâteau, c'était quoi? C'était de rapatrier une partie des avoirs du président Sani Abacha, qui d'ailleurs devait être rapatrié au Nigeria depuis très longtemps, mais la France était dans des hésitations qu'on le connaît en utilisant cet instrument comme moyen de chantage. Oui. Alors, la réponse de Tinubu, moi, à l'époque, m'avait laissé donner l'impression qu'il y aurait des bisbilles dans cette proposition française. Parce que c'est ce que Tinubu lui répond. Il répond, bon, ok, il n'y a pas de problème. Nous devons récupérer cette affaire-là, mais elle est insuffisante. Parce que quand nous calculons ce que Air France nous doit, en termes, n'est-ce pas, de royalties qu'elle doit payer à notre État, et ce que vous nous proposez comme d'abord ce que nous doit nous revenir de droit, comme ces sommes faramineuses détournées par Sani Abacha, je peux vous dire que ça ne fait pas le compte. Le compte n'y est pas. Donc ne nous poussez pas à aller faire la guerre à un frère alors que vous savez pertinemment que vous êtes lourdement endetté vis-à-vis de nous. Donc je commence d'abord par vous dire de régler d'abord votre facture de Air France chez nous, après on en discutera. Elle est rentrée de là complètement décomposée parce qu'on ne s'attendait pas à une réponse aussi violente de la part de Tinubu. Et vous voyez donc, là je m'adresse à Fanga que... Il s'agit de Catherine Colonna. Catherine Colonna, merci. Catherine Colonna, je pense à Colonna, l'autre Colonna, le basque. Non, pas le basque, mais le cox, etc. Donc, on connaît les déconvenus. Donc voilà. Alors, moi, je me suis dit vraiment, sacré Tinubu. Sacré Tinubu, vraiment. C'est-à-dire que quand on est un féman, on est vraiment un féman. Parce que la France a eu pour son grade avec cette réponse-là. Donc là, maintenant, je crois que l'établissement qui décide au Nigeria s'est réuni et a bien vu que dans cette affaire-là, on risquait de les mener en bateau. On les poussait, n'est-ce pas, pour qu'ils soient menés en bateau. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui pour un dégel des relations de coopération entre... Non seulement j'encourage davantage, mais cela signifie aussi que, au niveau de l'établissement, comme je disais, politique du Nigeria, les gens ont pris, n'est-ce pas, la mesure de l'erreur fatale qu'ils auraient dû commettre, parce qu'une guerre contre le Niger, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est le Nigeria en premier qui devait, n'est-ce pas, sur le plan de son PIB, en subir des conséquences. Parce que vous savez, quand il y a la paix, on fait des affaires. Quand il y a la paix, on fait du business. Or, le Nigeria, c'est d'abord le business. Vous ne pouvez pas déclencher une guerre et vous attendre, n'est-ce pas, à avoir des fleurs. Donc, économiquement, le Nigeria devait avoir de sérieuses difficultés. Et par la suite, quand on voit la démarche du Nigeria sur le plan international aujourd'hui, son rapprochement avec la Russie, son rapprochement avec les BRICS. Et vous avez écouté le ministre nigérian des Affaires étrangères qui disait que le Nigeria n'est pas un pays qui succombe à des pressions de qui que ce soit. Ils sont libres aujourd'hui, en fonction de leur vision, de leur analyse du monde, de la vision globale du monde, de penser qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de multiplier, de varier complètement la coopération avec tous les pays du monde. C'est pour cela qu'ils ont pris la décision de se rapprocher et de la Russie et de toquer à la porte des BRICS pour faire partie des BRICS. C'est une victoire, monsieur Ngene. C'est une victoire, pas seulement pour l'élite du Nigeria, mais pour nous tous, pour tout ce travail que nous faisons au quotidien, pour Japenda, pour Christophe Fanga, pour vous, pour tout le monde. Cela veut
dire que le combat que nous menons, ça veut dire que les arguments que nous déployons au quotidien sur votre plateau ont fait mouche et ont touché, n'est-ce pas, là où il faut, au niveau du Nigeria, au lieu de remuer le côté sur la plaie. C'est vrai qu'on dit qu'il a trahi une fois, trahira 1000 fois. On va rester vigilant et prudent. Mais là, il faut continuer à pousser le Nigeria d'aller dans cette direction, parce que je continue de vous dire... Mais une chose, c'est de pousser ce Nigeria. Une autre, c'est d'observer de très près l'attitude des autorités réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parce que, souvenez-vous, la levée des sanctions par la CEDEAO n'a aucunement intéressé de près les autorités nigériennes. On se pose la question si cette fois, ça sera différent. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Ouais. Ce n'est pas tout qu'on proclame. Et puis bon, il y a des manières de continuer à dire, bon, vous avez voulu nous tuer, nous sommes vivants, et alors on serre encore le dent en vous disant que nous voici. Vous dites prenez, on dit on ne prend pas, mais on sait bien qu'il faudrait qu'un jour on finisse par prendre. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement une question des autorités nigériennes, c'est une question de l'ensemble des peuples et de la sous-région qui a besoin de cette coopération-là pour continuer, n'est-ce pas, à tirer vers le haut toute cette économie et toutes ces régions. Donc au-delà du ressenti qu'on subit, non seulement les Nigériens, mais tous les panafricains que nous sommes, il faut qu'on tourne la page parce qu'un nouveau paradigme est en train de se créer. Et ça arrimait fortement à ce paradigme-là, mais en gardant, en fixant ce que j'appelle les garde-fous pour que plus jamais des hérésies et des errements comme ce que la CEDEAO avec Ouattara et ses complices ont failli produire ne se reproduisent plus. Mais je pense qu'elle ne peut plus se reproduire. Pourquoi? Parce que non seulement les temps ont changé, mais les dynamiques ont créé un nouveau type de rapport de force sur le sol africain. Cette affaire de l'AES là, on ne se rend pas assez compte. Mais ce n'est pas seulement pour le bonheur, pour le bénéfice des pays et des populations de l'AES. C'est-à-dire que c'est une bombe à fragmentation qui a été balancée sur le sol africain. Ça ne peut laisser personne indifférent, surtout pas les décideurs au niveau de la CEDEAO aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une victoire. Je ne peux pas cracher dessus. J'applaudis et je dis, comme on dit souvent dans les mariages, mieux vaut un très mauvais accord, n'est-ce pas, qu'un bon procès. Donc il faut qu'on avance, qu'on continue d'avancer. Quand on tape, on vainc un ennemi, il faut éviter de l'humilier, parce que c'est aussi ça la vie. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le Nigeria est conscient du fait qu'en face, ils savent à quoi s'en tenir vis-à-vis de ces nouvelles autorités nigériennes, mais en plus, ils savent pertinemment que les occasions ou bien les ordres qui venaient du monde impérialiste occidental n'ont plus de valeur aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde, dans un univers qui est en pleine transformation. C'est à eux d'avoir l'intelligence de pouvoir s'arrimer à cette nouvelle donne-là. Et nous les y encourageons, parce qu'un Nigeria qui se déplace du camp de l'Ouest pour prendre langue et s'inscrire dans la nouvelle dynamique de l'Est, je crois que c'est toute l'Afrique qui va pousser un ouf de soulagement et qui va aussi permettre que très rapidement il y a un nouveau cadre, n'est-ce pas, et une nouvelle dynamique qui s'organise au niveau de l'Afrique, non seulement de l'Ouest, mais de l'Afrique en général. Merci à vous, patient parfum d'homme. Omar Amadou Issoufou, en tant que Nigérien, êtes-vous prêt à tourner définitivement cette page sombre des relations entre votre pays, le Niger, je parle des relations de coopération entre votre pays, le Niger et le Nigeria, cette page sombre qui s'était ouverte au lendemain justement de ce coup de révolution, celui justement du 26 juillet 2023. Ce n'est pas une question en tout cas de tourner la page, parce que le Niger et le Nigeria, ce n'est pas seulement des relations religieuses. Ce ne sont pas seulement des valeurs culturelles qui nous unissent ou des valeurs vraiment, je ne sais pas, de fraternité qui nous unissent, mais aussi des valeurs politiques et des valeurs économiques qui nous unissent, parce que c'est un seul peuple, juste qu'il y a deux frontières, vu que le colon a pu en tout cas réussir à sa mission diviser pour mieux régner. Vous savez, aujourd'hui, les dirigeants, les soi-disant dirigeants, moi je les appelle des énergumens de la France, ils n'ont pas une capacité, en tout cas politique et patriotique, qui leur permet de faire mieux la différence entre gouverner et diriger un peuple. C'est ça le plus grand problème.
Parce que gouverner un peuple, là, si vous êtes gouverneur, vous avez un titre, vous avez de l'influence, vous pouvez prendre des décisions pour défendre vos propres intérêts. Ce n'est pas un problème. Mais diriger un peuple, c'est différent. Diriger un peuple ne peut se faire qu'avec des décisions collectives. Donc, avec une vision patriotique. Pour diriger un peuple, il faut lui tracer un chemin de réussite, un chemin de politique solide, un chemin de travail, un chemin d'intégrité. C'est ça, diriger un peuple. Mais gouverner, vous pouvez être un gouverneur et la France peut vous envoyer des ordres et vous allez exécuter parce que cela va de la défense de vos intérêts. Donc nous, aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, il faut que ces personnes soient traduites devant des juridictions compétentes. Les Alassane Ouattara, les Tinubu, les Talon, parce qu'ils ont violé les principes de tout un continent, les principes de tout un peuple d'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions tout simplement parce qu'un président usurpateur, je dis bien, Bazoum, il a usurpé le titre de président au Niger. Il a été nommé par la France. Il n'a pas été voté, il n'a pas été élu par le peuple. Donc ce président a été renversé. C'était une décision et le choix du peuple du Niger. Et aujourd'hui, vous, les pays voisins qui sont au service de l'Occident, sans réfléchir, parce que diriger un peuple, je l'ai dit, il faut d'abord réfléchir 10 fois sur l'intérêt et l'économie de votre peuple avant de prendre des décisions. Vous pouvez sanctionner les dirigeants actuels du Niger, ceux qui ont renversé Bazoum, vous pouvez les sanctionner, mais il faut faire en sorte que les relations économiques, parce que les relations sont fondées entre les peuples et non entre les dirigeants là que vous voyez. Non, nous on fait le commerce entre nous. Lorsqu'un Nigérian achète ses produits de la Chine, il les envoie au Bénin, ça passe par le Niger, ça rentre au Nigeria, ça revient chez nous. C'est pas Bola Tinubu qui vient nous vendre. Non, c'est un Nigérien qui vient vendre à ses frères du Niger. C'est comme ça que le commerce, ça fonctionne. Et c'est avec cette somme, cet argent, que les populations arrivent à payer les taxes, aider le gouvernement à être en tout cas définitivement libre de ne pas aller partout dans des banques, essayer de prendre des pots de vin, dire que vous avez reçu une dette de 100 millions et on vous donne 10 millions dans les 100 millions et on vous dit que voilà, on vous a prêté 100 millions et les 10 millions là, ils vont envoyer encore leurs ressortissants pour manipuler, prendre tout cet argent et par la suite, vous n'êtes pour rien. Vous êtes là, vous n'êtes pour rien, vous n'avez rien mangé et c'est vous qui souffrent, c'est vos petits-fils qui vont payer cette dette. Il faut que les gens arrivent aujourd'hui à changer. Moi, je suis contre Bola Tinubu sur cette décision qu'il a prise, qui n'a même plus de nom. Je suis contre Bola Tinubu. Mais je ne suis pas contre le peuple du Nigérian parce qu'il y a une histoire vraiment que personne ne pourra effacer qui relie les deux peuples, du Niger et du Nigeria. Nous nous sommes déplacés pour aller au Nigeria. Le peuple du Niger s'est battu du côté de l'armée nigériane pour rétablir l'ordre et la démocratie au Nigeria. Ce n'est pas aujourd'hui. C'était quand les Bola Tinubu étaient aux États-Unis dans des boîtes en train de faire le show. En ce moment, le Nigérien est au front, en train de se battre pour que cette nation revienne toujours au peuple nigérien. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui qu'une institution qui devait nous unir vienne nous désunir. Donc la CEDEAO, pour moi, c'est une page tournée pour l'Alliance des États du Sahel, pour les pays membres de l'AES. C'est une page tournée. Donc maintenant, comment est-ce que nous allons faire? Comment on va réfléchir ensemble pour que ces deux peuples puissent continuer leurs relations économiques, leurs relations fraternelles qui les lient jusqu'à prospérer les deux ensemble. Aujourd'hui, le Nigeria a levé les sanctions. Selon moi, le Nigeria a levé les sanctions sur lui-même, pas sur le Niger. Ils ont coupé l'électricité pendant 8 mois. Nous ne sommes pas morts. Nos hôpitaux fonctionnent. Nous avons de la viande glacée. Nous avons des produits surgelés chez nous. Il y a l'électricité. Donc aujourd'hui, toutes les sanctions, le Bénin a fermé le port. Quand ils ont fermé le port, en pensant que nous allons mourir, mais chez nous, il y a abondamment de manger. Jusqu'à on transporte dans le fin fond là-bas du Nigeria, les gens de trucs qui sont à côté de nous, du Nigeria, on les aide. Donc c'est ça aujourd'hui la vision et la logique que les Africains doivent
tous s'unir et prendre une direction d'unité. Ce n'est pas des individus qui peuvent aujourd'hui venir nous séparer, mais nous allons toujours continuer à dénoncer et sanctionner ces pratiques illégales, illégitimes, qui n'honorent pas nos valeurs, qui n'honorent pas notre histoire à nous en tant qu'Africains. Nous allons continuer à se battre dans ce sens pour qu'il y ait une Afrique unie, libre et indépendante. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Omar Amadou Issoufou, dernier tour de table rapide sur cette thématique. André Christelle Fanga, c'est quoi la suite à donner désormais aux événements, parlant justement d'Abuja et Niamey, que doivent faire les autorités nigériennes dans ce contexte, celui bien sûr d'un dégel forcément à venir après la main tendue de la CEDEAO. Cette fois, nous avons la main tendue du président Bola Ahmed Tinubu. On fait quoi? On l'a saisi et on balise le chemin vers un retour à la normale des relations, ou alors on reste figé, campé sur nos positions? On ne reste pas figé, campé sur nos positions, mais comme on a le dessus, c'est celui qui a fléchi genou, c'est-à-dire le Nigeria qui a capitulé, n'est-ce pas, qui a déposé les armes en disant ok, c'est bon. Et d'ailleurs notre frère Omar le disait, les sanctions n'étaient pas seulement pour le peuple nigérien, du Niger, ou bien des autorités du Niger. Oui. Ça concernant aussi le Nigeria lui-même, parce que le Nigeria lui-même s'est sanctionné. La CEDEAO elle-même s'est sanctionnée. Donc, vous voyez qu'en réalité, ça pèse aussi dans leur économie, ça pèse aussi dans leurs relations, ça pèse dans leur diplomatie, ça pèse dans plusieurs domaines de la vie sociétale de ces différents États-là. Donc, aujourd'hui, c'est que, ok, d'accord, on a compris. Oui. On a compris que vous voulez décrisper l'atmosphère. Oui. Vous voulez changer. Ok, on va étudier, on va voir ce qu'il y a lieu de faire et on réfléchit, on dit, bon, ok, comme c'est comme ça, il faut que maintenant il y ait des partenariats plus solides, n'est-ce pas? Et que les deux États, parce que je dis toujours une chose aux Africains, les hommes vont passer, mais les États vont rester. Oui, M. Tinubu ne sera plus président du Nigeria et le Nigeria lui restera. Les autorités de transition qui sont là aujourd'hui finiront par partir un jour. Vous comprenez, peu importe le temps que ça va prendre. Mais les États vont rester. Alors, comment impacter, comment laisser des traces, n'est-ce pas, quand vous êtes à la tête d'une institution, quand vous êtes à la tête d'un État comme le Nigeria ou le Niger. Donc, véritablement, savoir que non, les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, dans les temps anciens, n'est-ce pas, dans les temps futurs, n'est-ce pas, on vous rappellera qu'il y a tel qui avait pris telle décision. Et vous voyez, quand l'ancien président Yakubu Gowon, n'est-ce pas, a pris une décision et M. Bola Tinubu a dit que j'en fais de ça ma feuille de route. C'est arrivé finalement à la CEDEAO. À la CEDEAO, finalement, on a enlevé tout ce qu'il avait proposé, ça a été fait. Pourquoi? Parce que c'est l'un des membres fondateurs, n'est-ce pas, de la CEDEAO qui reste encore vivant. Donc, vous voyez que son ancienneté, ce qu'il avait posé comme acte fondateur, n'est-ce pas, aujourd'hui, a refait quand même surface pour permettre de trouver une solution un peu concrète. Mais bon, la seule chose que le Nigeria a à faire maintenant, le Nigeria, c'est de joindre l'AES. Comme ils veulent joindre les BRICS, qui commencent d'abord par joindre l'AES. Parce que s'ils joignent l'AES... On a bien envie de rêver aussi, André Christelle Fanga. Écoutez, quand on évolue, on Nigeria évolue aussi... qui rejoint l'AES. Vous savez, le doyen parfait d'homme a un vœu, a un projet, a une pensée, a même un rêve qui est même une obsession aujourd'hui. L'unité politique de l'Afrique. Et si l'AES était l'indicateur, le doigt qui est en train de montrer la lune, que voilà le soleil, au lieu que les gens se concentrent pour regarder le doigt qui est en train de montrer la lune, qu'ils regardent la direction que le doigt, n'est-ce pas, en train d'envoyer, c'est-à-dire ce phare-là. Est-ce que ce n'est pas possible qu'à partir des États de l'AES, n'est-ce pas, on puisse avoir une véritable unité politique africaine? Alors là, c'est possible. Et il vient de le prouver. Parce que si le Nigeria capitule, si la CEDEAO capitule, ça veut dire que la France a capitulé, ça veut dire que les États-Unis ont capitulé, ça veut dire que beaucoup des États qui étaient derrière ces sanctions-là, n'est-ce pas, ont capitulé. Ça veut dire que, oui, Thomas Sankara avait raison. Nous pouvons lutter
même jusqu'à la dernière goutte de sang et obtenir une victoire. Et ce peuple est digne justement de recevoir ces grands honneurs-là qu'un grand Nigeria, avec son président, puisse capituler jusqu'à ce niveau-ci. Patient Parfait pour sortir de ce sujet. Oui, vous savez, ce débat-là a souvent j'allais dire des fausses évidences. Oui. Par exemple, quand nous disons le Nigeria a capitulé, mais le peuple nigérien n'était pas d'accord avec l'extension de la CEDEAO. Il ne faut pas l'oublier. Surtout. Le peuple nigérien n'était pas d'accord avec l'extension de la CEDEAO. Ce sont les élites au pouvoir, pour le moment, qui pensaient que l'ordre dominant unipolaire continuait de dicter sa loi, n'est-ce pas, sur la planète Terre. Ils avaient oublié que nous étions en plein dans une démarcation qui devait donner naissance à un nouveau paradigme. La chose que moi je retiens dans ce combat qui s'est passé, ce n'est pas seulement la défaite des élites au pouvoir du côté du Nigeria et de la CEDEAO que je vois, c'est la défaite de l'Occident. C'est la défaite de l'impérialisme occidental. C'est-à-dire derrière ces sanctions qui n'ont eu aucun effet. Mais effectivement, rentrons en arrière, une décennie plus tard, on aurait une guerre. On aurait une guerre. Mais surtout, on n'aurait certainement pas eu la mobilisation qui a dit nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Mais nous n'allons pas reculer. Oui. Au niveau de ces pays, de ces États de l'AES. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui a changé. Nous n'en sommes plus face à la même réalité. C'est ça que nous devons célébrer. Nous devons encourager. Et je suis convaincu qu'à l'intérieur du Nigeria, au-delà du peuple, beaucoup de ceux qui réfléchissent à la suite des événements, à la fuite de demain, ont compris la leçon. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on discute de ces questions-là, et là, Fanga dit, les hommes passent, les institutions demeurent. Oui. Vous comprenez? Ne nous focalisons pas sur les décisions des dirigeants du moment. Parce que ce n'est pas eux qui sont l'avenir de nos peuples. Ce n'est pas leurs désirata qui sont l'avenir des peuples. Nous ne sommes pas des peuples comme les peuples français qui sont couchés devant un gamin comme Macron qui est prêt à sacrifier des générations entières pour aller faire la guerre à l'Ukraine, alors que lui-même il n'a ni enfant ni personne. Peut-être c'est Brigitte qui va prendre une armée pour aller combattre en Ukraine. On ne sait pas de quoi ça retourne. Donc il y a une évolution au niveau de l'Afrique. Et il faut tenir compte de cette évolution-là. Cette évolution, c'est par exemple que au moment où on tue quelqu'un comme Kadhafi, Fanga n'est pas sur le plateau. Vous n'êtes pas là pour animer les débats. Aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est grâce à vous que le complot contre les États de l'AIS a fait chute comme une baudruche, a été éventré. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une évolution dans le dispositif antagoniste qui nous oppose à l'impérialisme. Donc, applaudissons sur avec le constat de cette évolution, que de rester figé sur des errements des gens qui étaient encore des esclaves hier. J'ai l'impression qu'ils sont passés d'esclaves de maison et peut-être ils vont être des esclaves de champ, enfin. C'est ce que nous souhaitons. Et la directive et la direction qu'ils sont en train de prendre. Parce que voir les Nigériens, vous ne pouvez pas comprendre les relations qui unissent le Nigeria avec les dites mondialisées anglo-saxonnes. C'était des relations plus que comment dire ça, vraiment tenues. Que ces gens-là aujourd'hui, excusez-moi le terme, c'est parce que j'ai bien utilisé l'expression, que ces gens-là aujourd'hui puissent avoir le courage d'aller voir la Russie pour leur dire, nous aimerions que vous venez implanter une centrale nucléaire civile chez nous, avec votre compagnie Rosatom. C'est une secousse tellurique complètement dans les relations internationales. Que ces gens-là aujourd'hui disent, nous avons besoin de votre expertise sur le plan agricole, dans la fabrication des engrais, dans l'éducation, etc., etc. Mais c'est une secousse tellurique qui est en train de se produire. Donc c'est une victoire que nous devons prendre avec nous pour justement nous rebooster dans cette marche en avant pour la libération de notre continent. Donc c'est une très bonne chose, encourageant le Nigeria. Écoutez, même s'ils sont un peu des éclopés, mais je crois que avec le bâton, n'est-ce pas, de l'éclopé que vous leur offrez au quotidien, ils vont enfin suivre la route jusqu'à ce qu'une génération plus conséquente arrive et dégage celle qui ne nous a pas du tout fait honneur
et pour reprendre cette marche en avant. C'est le chemin de Damas de l'Afrique aujourd'hui, de cette vieille Afrique. Vous savez, je pense toujours, je sors par là, par ce grand penseur italien, Antonio Gramsci, qui disait l'ancien monde s'effondre. Le nouveau est lent à apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Ce monstre-là, c'est le Ouattara. C'est le Tinubu ancienne version. Mais comme Sango Pasteur est là, je crois qu'il a fait des prières sur Tinubu et s'est enfin converti. Ouais. Voilà. Merci à vous, messieurs, c'est sûr.